I'll tuck that away. Ces derniers temps, j'ai pas mal joué à Horizon Zero Dawn, et vous noterez la prononciation puisqu'à partir d'ici je me contenterai d'appeler le jeu Horizon, pour des raisons évidentes de fluidité dans la diction. Donc j'ai pas mal joué à Horizon, et si j'ai quand même largement de quoi nuancer la pléthore de 9 sur 10 attribuée par la presse au jeu à sa sortie, je la rejoins bien volontiers sur son appréciation générale des combats contre les fameux dino-robots, jugés dynamiques, intéressants et se renouvelant assez bien tout au long du jeu. Et je voudrais justement m'arrêter sur ces quelques qualificatifs qu'on lit tout le temps à propos des systèmes de combat, quand on dit que Bayonetta a des combats profonds, que ceux de Nioh sont nerveux, ou à l'inverse, que les fusillades d'Uncharted sont molles et que les joutes d'Assassin's Creed n'ont pas grand intérêt. J'ai le sentiment qu'on s'arrête souvent à ce niveau-là de l'analyse, alors que les combats dans les titres que je viens de mentionner en font le cœur de jeu, ou au moins une bonne partie de celui-ci. Et c'est pour ça que dans cet épisode on va s'intéresser un peu plus en profondeur à ces fameux systèmes de combat. Si on sera certainement incapable d'en faire le tour, on va essayer d'envisager les grandes lignes qui régissent ces systèmes, du TPS au tactical en passant par l'action RPG, comment les systèmes de combat se construisent pour rendre chaque rencontre justement intéressante, nerveuse ou ce que vous voulez, et ce, tout au long du jeu. Bienvenue dans Game Next Door. And I'ma go to a place where the bass sound thicker. Slow the beat down cause the pace a little quicker so we stay up. When the sun goes down we ain't make enough, so let the elevator pound. Alors avant toute chose, il n'est pas question ici d'aborder les systèmes de combat dans les jeux e-sport comme Overwatch, Street Fighter ou League of Legends. Il y a clairement de nombreuses similitudes dans les procédés et les mécaniques entre les jeux solo et les jeux compétitifs, mais ces derniers ont des objectifs tout autres. On ne pense pas son système de la même manière quand il s'agit de garder un joueur plusieurs centaines d'heures dans celui-ci, et évidemment, on n'envisage pas du tout de la même façon les affrontements entre plusieurs joueurs comme ceux qui les opposent à une intelligence artificielle. L'apprentissage, la progression, les enjeux, tout prend des dimensions différentes, et il serait malhonnête de mettre toutes les expériences dans le même panier. Ceci étant dit, la première chose sur laquelle on doit se pencher dans un système de combat est probablement celle que l'on contrôle. Peu importe que ça soit un avatar, un personnage ou une escouade militarisée, ce que l'on dirige est avant tout une palette d'outils mise à notre disposition. Et ça va du simple fait de pouvoir donner un bon vieux coup de latte aux compétences spéciales les plus obscures, ou l'utilisation d'armes bien phalliques que tout vrai gamer saura apprécier. Dans Doom, par exemple, c'est tout l'arsenal qu'il faudra intégrer dans son approche au fur et à mesure que les armes s'ajoutent à notre inventaire. Si on démarque avec le traditionnel peupon des familles, on apprendra à jongler entre le lance-roquette, le fusil à plasma et le reste pour dézinguer tout ce qui bouge ou presque, en ajoutant bien sûr à ça les mouvements possibles comme le double saut et le corps à corps. Dans un autre style, les jeux comme XCOM offrent presque plus littéralement cette idée de boîte à outils aux joueurs, avec des personnages qui ont des capacités et donc des utilisations différentes, et c'est dans la répétition des situations de jeu qu'on pourra expérimenter et apprendre à tirer le meilleur de ces unités, individuellement d'abord, puis dans la construction d'une escouade cohérente. Bien sûr, il n'est pas uniquement question de vider des chargeurs, des jeux comme les Souls, Hyper Light Drifter ou Nioh se reposent sur des dynamiques de gestion de l'endurance ou de timing. L'exigence relative de tels titres repose donc avant tout sur la nécessité de connaître son personnage et ses mouvements sur le bout des doigts. Ou alors, il peut s'agir d'items ou de pouvoirs qui servent aussi d'armes, comme on peut le voir dans un Zelda ou dans un Dishonored. L'intérêt des combats va donc, dans un premier temps, fortement dépendre de la capacité du joueur à s'approprier et à assimiler les possibilités d'action offensive et défensive qui lui sont offertes. Mais pour qu'il y ait cette appropriation, il faut que ces possibilités soient cohérentes et pertinentes pour le joueur. Aussi dans Owlboy, les capacités d'Otus le jeune hibou se recoupent un peu les unes aux autres, et on finit par simplement marteler le bouton de tir dans absolument tous les combats une fois qu'on a compris que c'était l'option la plus viable. On aura beau alterner entre les deux sidekicks, les combats s'enfoncent malgré tout dans une répétitivité grandissante au fil du jeu. De bons graphismes ne suffisent jamais à faire un bon jeu, et c'est vrai aussi pour le pixel art. Et dans un Uncharted 4, la plupart des armes n'auront que peu d'intérêt tant le fusil d'assaut représente la solution à presque tous les problèmes. Et ce n'est pas les gugus que vous affrontez qui vont rendre ça plus excitant. Tous plus lambda les uns que les autres, ils ne sont que de la maigre chair à canon. Parce qu'évidemment, pour que des combats soient réussis, une palette de compétences équilibrée ne suffit pas, il faut aussi des choses contre lesquelles on peut l'employer. Et comme vous le savez, il y a largement de quoi faire. Alors je ne vous referai pas le speech sur les ennemis que nous avons tenu il y a déjà un an dans notre épisode consacré en partie à ceux-ci. Dans les grandes lignes, ils sont des problèmes que le joueur doit résoudre, et à côté de ça, ils participent bien souvent à véhiculer toute l'esthétique d'un jeu, dans sa narration comme dans sa plastique. Que ça soit des humains, des trolls, des diablotins ou des flambis, l'idée est donc de constituer une résistance aux joueurs, mais on notera tout de même que quand c'est des humains, c'est tout de suite un peu moins engageant.
L'humain est une créature qui a tendance à s'équiper, se regrouper et s'organiser. Il se déplace sur ses jambes, se sert de ses bras pour manifester son hostilité, et a priori, toute forme d'impact avec sa boîte crânienne lui sera au mieux dommageable, sinon létale dans la plupart des cas. D'ailleurs, Horizon illustre à lui tout seul le contraste entre humain et bestiole. Les Homo ludens qu'on croise dans la pampa post-apo du jeu sont une véritable tannée à affronter. Leur comportement est aussi bête que prévisible, et tout l'arsenal qu'Aloy emploie pour se défaire des dinos est inutile contre eux. Il faut enchaîner les headshots à la flèche et éventuellement balancer quelques grenades. Et ça saute bien plus aux yeux en comparaison des combats contre les dinos robots, qui même après une vingtaine d'heures de jeu sont toujours prenants. Les dinobots sont d'abord été designés comme faisant partie d'un écosystème cohérent. Il y a les proies, les charognards et les prédateurs, et chaque ennemi est bien spécifique avec des forces et des faiblesses qui lui sont propres. Chaque nouvelle rencontre est l'occasion d'une analyse pour savoir quelle arme utiliser en fonction de ce que la bestiole craint. Une flèche toute simple tirée dans l'œil d'un veilleur suffira, mais il faudra trouver d'autres stratégies pour se débarrasser d'un carapateur ou d'un ravageur. De plus, les points faibles des ennemis sont aussi bien souvent des composants qui leur servent à attaquer et se défendre. En détruisant ces composants donc, les bestioles se forceront à employer d'autres attaques contre nous. Par exemple, en arrachant le minigun laser d'un ravageur, vous le forcerez à vous attaquer au corps à corps, là où il sera plus facile à dompter, mais aussi bien plus puissant. La plupart des prédateurs ont donc des patterns dynamiques qui évoluent en fonction des choix offensifs du joueur, et en plus de ça, il y a 7 robots différents pour qu'on prenne plaisir à les chasser, tout en expérimentant avec l'arsenal dont dispose Aloy. A l'inverse, la force du bestiaire de Doom ne réside quant à lui pas dans les spécificités de chaque ennemi, mais comment ils vont fonctionner ensemble. Les démons se découvrent comme les armes au fur et à mesure du jeu. Les compositions auxquelles le joueur va devoir faire face vont donc se complexifier et demander à celui-ci de prioriser. Est-ce que je me débarrasse de l'invocateur qui bouge dans tous les sens en premier, ou est-ce que je règle d'abord le compte des cacodémons qui me canardent? En appréciant au mieux le rôle de chaque bestiole dans un combat donné, on peut agir en fonction, et ça donne un côté très tactique au combat, une dimension qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Dans ces deux jeux, les combats fonctionnent très bien parce qu'ils font d'abord appel à la maîtrise de notre perso, mais aussi et surtout à la connaissance de nos ennemis, qui est mise au service du processus de décision et d'action dans le jeu. Mais ça, c'est l'école du bestiaire persistant, qui impose un nombre d'ennemis restreint, mais qui va perdurer tout au long du jeu. C'est une manière d'impliquer le joueur par l'accoutumance, alors qu'on peut justement changer les ennemis au fur et à mesure de la progression du joueur. Dans les Metroidvania par exemple, les ennemis vont évoluer en fonction des zones et des items que le joueur récupère. Les combats vont donc se renouveler et garder de l'intérêt grâce aux simples changements. Les boss sont d'ailleurs l'aboutissement de cette approche car ce sont des combats uniques. Les deux philosophies ont bien sûr leurs forces mais aussi leurs inconvénients. Un bestiaire persistant doit être intelligent pour garder de l'intérêt, et sur des ennemis qui changent et qui sont donc beaucoup plus nombreux, on n'est jamais à l'abri de designer 2-3 trucs un peu nazes. Si vous avez déjà traversé un marais dans un Dark Souls, vous devez évidemment penser à quelques exemples. Parce qu'il ne faut en effet pas oublier le level design. Après tout, les combats sont aussi des rencontres, et dans une immense majorité de cas, le lieu de ces rencontres va influer sur leur dynamique. Il peut être question de zones ouvertes ou plutôt étriquées, d'horizontalité et de verticalité, bref, l'appréciation du terrain joue un rôle parfois majeur dans l'intérêt d'un combat. Pour revenir à Horizon, je ne vais pas adopter le même comportement face à des étincelles si je suis dans une zone ouverte ou en haut d'une falaise pas bien large. Dans le premier cas, la fuite est possible, alors que dans le deuxième, il faudra survivre au milieu des attaques des piafs mécaniques. Ensuite, la topographie d'une carte d'un XCOM va forcément venir définir les tactiques à adopter. La prise d'un point en hauteur peut être un avantage pour faire basculer l'affrontement, et l'approche d'un groupe d'ennemis peut se faire de front ou par les côtés en fonction des opportunités que le terrain offre. En gros, l'art de la guerre dans tout ce qu'il a de plus classique. Parfois même, le level design est presque le seul vecteur de renouvellement des situations, et on pense particulièrement à un jeu comme Superhot. L'arsenal n'est pas très fourni, aucune arme n'est vraiment à privilégier, et les ennemis sont absolument tous les mêmes. L'intérêt va donc persister un temps grâce à la diversité des situations. Apparaître au milieu d'un ascenseur devant 3 gars, nettoyer tout un bar ou un parking, et soigneusement éviter qu'une bagnole nous fonce dessus. Mais à part ces quelques exemples, le jeu n'a pas beaucoup d'audace, et c'est probablement pour ça qu'on en fait si vite le tour. On notera pour finir que le level design n'est pas un indispensable puisqu'il n'aura pas du tout d'impact sur les combats de certains jeux comme Darkest Dungeon, Pokémon, ou pour citer le truc à la mode, Persona 5. Alors oui, on peut taper sur les ennemis avant d'entrer dans la phase effective de combat, mais ça change tout de même pas grand chose. Ce que je contrôle, ce que j'affronte et où je l'affronte, voilà a priori les 3 piliers qui soutiennent un système de combat réussi, 3 axes sur lesquels les designers peuvent travailler pour rendre les combats les plus triviaux intéressants. Mais malgré cet étalage d'exemples, il y a plein de choses que j'ai à peine survolées, parce qu'un bon système de combat ça tient évidemment aussi à un savant dosage dans la difficulté. Si les dinos de Horizon ne représentaient pas de réel danger, il y aurait beaucoup moins d'intérêt à s'impliquer dans les combats.
Ça tient parfois aussi à des petits détails de game design, le système de santé de Bloodborne, les glory kills de Doom ou la gestion de la mana qui sert aussi de potion de santé dans Hollow Knight. Il y a parfois assez de génie dans une seule petite mécanique pour lier tous les éléments entre eux et pour aboutir à un truc qui fonctionne super bien. Et puis il est aussi un peu question de technique. Est-ce que les animations des ennemis sont assez fines sans être surchargées pour permettre aux joueurs de bien anticiper leurs mouvements? Ou est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas complètement à la ramasse et pète tout simplement le jeu? Enfin, les feedbacks visuels et sonores ont aussi leur rôle à jouer. Le test du fusil à pompe est évidemment un classique, mais pensez aux impacts dans la mêlée, les sons d'ambiance, la musique, etc. En fait, un bon système de combat, c'est une combinaison de toutes ces choses qui fonctionnent ensemble. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, on a tendance à aujourd'hui parler beaucoup plus de narration, d'émotion, d'intention d'auteur, etc. Et c'est d'ailleurs très bien, parce que le jeu vidéo a besoin d'être observé par ces angles-là. Et puis la simple notion de combat, d'affrontement, de violence même, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est très présent dans ce média, et du coup, on est certainement amené à faire moins attention à toutes les subtilités qui sont pourtant derrière. Parce que des combats bien designés font appel à plein de choses, notre capacité d'analyse, d'apprentissage, de prise de décision rapide, et bien sûr toute l'exécution manuelle qui découle de ces processus cognitifs. Ça fait bosser notre cerveau droit et notre cerveau gauche, et c'est hyper stimulant parce que l'implication est totale. Et puis finalement, valoriser ces systèmes de combat bien pensés, analyser leurs subtilités, c'est aussi un peu faire un pied de nez aux éternelles critiques du type « les joueurs, ils aiment juste taper sur des trucs ». Oui, on aime taper sur des trucs, parce que c'est souvent aussi bien plus que ça. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez d'autres exemples de systèmes de combat qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à faire tourner ça dans les commentaires pour enrichir la vidéo. Petite info également, on vient de changer notre système de financement en passant d'un type par mois à un type par épisode de Game Next Door. Au moins vous savez clairement ce que vous financez et ça permet de régler d'éventuels problèmes de régularité de notre part. Donc si vous appréciez la chronique, ça peut être super cool de lâcher 1 ou 2 crédits. A bientôt donc pour le prochain épisode, et évidemment, cœur sur vos manettes. You're over, Sora. No. Hi. Ha. Don't hit the camera, man. Dual wield. Here.